Maxime était quelqu'un de très volontaire. Pour moi, c'est un militant exemplaire. Toujours prêt à donner un coup de main, toujours prêt à proposer ses services pour faire avancer les choses. C'était le genre à gravir les échelons assez vite et puis il savait toujours se faire apprécier parce qu'il était très sérieux dans son travail de militantisme politique. Donc on lui confiait de plus en plus de responsabilités. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là qu'il aimait bien. Bienvenue dans cette nouvelle chronique de rue. Aujourd'hui, une vidéo assez spéciale pour parler de Maxime Brunery. Maxime Brunery, c'est cet homme qui a été arrêté pour tentative d'assassinat en 2002 sur le président de la République de l'époque qui était Jacques Chirac. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui après, avant et pendant? Nous allons le voir dans ce reportage. Donc le 14 juillet 2002 à 10h, le commande-car avec Jacques Chirac qui commence à descendre l'avenue. Là je sors la carabine, j'épaule, je tire. Personne ne m'empêche de tirer en direction du président. Personne n'a sauvé la vie du président. Ensuite je retourne l'arme contre moi et c'est là, à ce moment, qu'il y a plusieurs badauds qui sont jetés sur moi, qui m'ont désarmé et qui donc m'ont sauvé la vie. Ensuite, la police m'a embarqué jusqu'à l'angle de l'avenue, là, angle Friedland, et direction le camion et 36 quai des Orfèvres. De retour à la cour d'assises de Paris, c'est dans ce lieu que tu as été jugé pour ton histoire avec Jacques Chirac. Qu'est-ce que ça te fait, aujourd'hui on est en 2020, de revenir ici? Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment ça s'est passé? Alors j'ai été donc jugé pour tentative d'assassinat du 6 au 10 décembre 2004. Et au cours de cette semaine, on avait été prouver les choses suivantes, c'est que personne n'avait sauvé la vie du président, tous les experts, les magistrats, les policiers et les témoins concordaient, sauf un, ce cher monsieur Weber, qui déclarait à qui voulait bien entendre, c'est-à-dire surtout quelques journalistes, qu'il avait sauvé la vie de Jacques Chirac. Et puis un autre témoignage que nous avons recueilli aujourd'hui, celui de Jacques Weber, l'Alsacien qui a sauvé le président Jacques Chirac d'une tentative d'assassinat lors d'un défilé du 14 juillet. J'ai vu un canon au-dessus de mes épaules. J'ai pris le canon par la main gauche et je l'ai dévié vers le ciel. Il y a une petite lutte qui s'est engagée. Tout le monde s'en sort sain et sauf. L'Alsacien, lui, devient un héros national. Il conserve de cette époque des dizaines de coupures de presse. Bon, je n'en veux pas particulièrement, puisqu'il a surtout sauvé ma vie. Donc c'est vrai que ce n'était pas le scénario qu'il espérait, mais je lui en serais quand même éternellement reconnaissant, parce que sinon je ne serais pas là pour vous parler. Bon, après, si ça lui plaît de... Oui, en fait, il t'a retiré le voilà, fusil en fait, pour le coup était t'empêcher. déjà parti. En fait, il n'y a personne qui a dévié le tir, voilà, tout simplement. Ce que je retiendrai aussi de cette semaine passée en cour d'assises, bon, outre la mise à nu de ma vie personnelle, je ne reviendrai pas dessus, c'est dans mon premier livre, Une vie ordinaire, c'était cette formule de Philippe Bilger, qui était donc l'avocat général, qui avait requis contre moi 6 à 8 ans de prison. J'en ai pris 10 au final, merci les jurés. C'était cette formule qu'il a eue. Cette affaire, c'est le soleil noir de son désespoir existentiel qui se télescope avec le soleil rouge de sa célébrité scandaleuse. Donc j'ai passé les 4 premières années à la maison d'arrêt de la santé. Je n'ai pas trop envie de revenir dessus, c'était assez sombre, au propre comme au figuré. J'ai couché tout ça sur le papier. Après j'ai été transféré donc, dans un établissement pour exécution de peine, donc le centre de détention de Val-de-Reuil, où j'ai passé mes 3 dernières années. Et là j'aimerais bien revenir sur un événement
peu trop de monde a occulté, alors que j'avais appuyé dessus, c'est que j'ai réussi à organiser un festival celtique en détention. J'avais réussi à le faire couvrir par les médias, le faire donc Paris-Normandie, La Dépêche, France Bleu qui était venu m'interviewer également. Et j'avais réussi également à obtenir une subvention de la part du ministère de la Justice. Et donc j'avais fait participer beaucoup de détenus intéressés par la culture celtique, donc des Européens, chacun dans leur spécialité, en général on va dire artistique. Donc il y avait eu beaucoup de choses, quoi. Il y en avait même un qui était artiste peintre, hein. Il était enfermé comme moi, et donc par mon intermédiaire il avait trouvé du boulot, quoi. Donc il était assez content, il avait réussi à nous faire toute une galerie de peinture sur les légendes arthuriennes. Moi j'avais organisé l'exposition avec un livret, tout ça, enfin, tout ce qui entoure une vraie expo. Pascal Folio qui est un conteur assez renommé aussi, que j'avais réussi à faire venir. Donc c'est Dirty Linen, un autre groupe folk irlandais assez connu, qui est venu et qui a joué donc dans le centre de détention de Val-de-Reuil et également dehors. L'exposition a également lieu dedans et dehors. On a eu des démonstrations de danse avec une association culturelle bretonne, haute en couleurs, verte comme ce banc, et des ventes de produits gastronomiques. Donc ça a changé de l'ordinaire, de produits culturels, des livres, des CD. Ça avait été une grosse parenthèse et ça avait été, enfin, là j'avais fait tomber les murs, quoi. Enfin, c'était paradoxalement, c'était en détention que j'ai eu une plus belle réussite professionnelle, tout en conservant cet attachement culturel et identitaire qui me tient particulièrement à cœur. Alors ma principale passion depuis 2009, l'année de ma libération, c'est l'improvisation théâtrale. Donc on se trouve ici à l'Improvibar, dans le 4e arrondissement de Paris, un endroit que j'affectionne particulièrement puisque c'est un bar à bière qui est dédié à l'improvisation théâtrale avec une belle salle en sous-sol où j'ai eu l'occasion plusieurs fois de me produire au cours de plusieurs spectacles. Donc je suis membre d'une ligue d'improvisation théâtrale. C'est une discipline qui m'a beaucoup aidé sur le plan psychologique, avec des phénomènes comme le lâcher prise qui sont assez en vogue ces derniers temps. Ça m'a fait fréquenter des gens qui n'avaient rien à voir avec mon ancien milieu, ce qui m'a également ouvert sur beaucoup de choses. Et puis c'est devenu une passion. Il y a aussi vraiment le plaisir de jouer, il y a une espèce de défoulement mental, il y a une créativité qui est sans arrêt, qui est sans arrêt en ébullition, puisqu'on doit toujours inventer des lieux, des personnages, on doit rebondir très vite sur les thèmes de l'improvisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'improvisation théâtrale. Je vous invite à aller voir des matchs, à aller voir des cabarets, bien dans ce genre d'endroit, et vous pourrez voir par vous-même comment les Français, en fait, les néo-français, puisque c'est né au Québec, réinventent sans arrêt la culture qui vient de l'Antiquité, puisque le théâtre nous vient de nos ancêtres européens grecs. Alors, je vous ai fait un petit pêle-mêle de livres. Frédéric Becbédé, littérature délicieusement décadente, auteur que j'ai pu rencontrer au Prix Rive-Gauche à Paris en 2018, organisé par ma préfacière Laurence Biava. Également ce recueil de nouvelles de Paul Morand avec Le Bazar de la Charité, que j'ai particulièrement apprécié, un vaudeville sanglant. Ensuite nous avons un auteur qui regagnerait à être davantage connu, l'impression qu'il tombe un peu dans l'oubli, Barjavel, qui fut le précurseur de la science-fiction.
petite biographie dans une collection que j'aime beaucoup, qui suit chez Pardes, avec Yukio Mishima, qui a mis la peau au bout de ses idées, de manière jusqu'au boutiste, jusqu'à ne jamais en revenir, écœuré par la dégénérescence de son pays. Également un récit autobiographique de Fiorina Ligné, écrit avec son compagnon Maxime Jacob, tir à vue aux éditions Via Romana. Au-delà de la qualité d'écriture qui est excellente de ce récit, je dois dire que j'ai été interpellé personnellement, bien que avec Fiorina Ligné, nous ayons des parcours complètement différents, n'aurait rien à voir l'un avec l'autre. Il y en a quand même un, c'est que moi je ne suis pas que le 14 juillet 2002. J'ai une vie avant, j'ai une vie après, des hauts, des bas. Et à la lecture de cet ouvrage, j'ai pu, ce que j'avais subodoré, qui a été confirmé, c'est qu'elle n'est pas que le samedi 8 décembre 2018. Elle a eu un vécu avant, elle a eu un après avec des hauts, des bas, des convictions, des préférences, des avis très intéressants sur beaucoup de sujets. Et je conseille vivement la lecture de cet ouvrage.